Bonjour à toutes et à tous. Euh, Encore une fois, je commence par vous remercier d'être aussi nombreux pour venir aux conférences. Je remercie aussi les gens qui sont en Zoom. Ça fait plaisir de vous voir après presque un mois sans convert. Voilà, c'est chouette que ça reprenne doucement. Donc voilà, donc ça c'est la cinquième conférence du cycle. Pour les autres conférences, si vous ne les avez pas vues, elles sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc normalement les liens c'est sur les événements Facebook et sur le lien qu'on vous a partagé. Alors aujourd'hui, on accueille Jean-Baptiste Fressoz, qui est historien des sciences, des techniques et de l'environnement, et qui va nous parler, retracer l'histoire donc de l'énergie et de la transition énergétique. Voilà. Donc je rappelle que cette conférence, elle est dans le cadre donc, du cycle climat et anthropocène, et on est dans la deuxième partie du cycle, plutôt axée sur l'idée d'anthropocène. Et donc c'est une partie du cycle qui est plus axée sur les sciences sociales, l'histoire et finalement notre rapport, nous, aux sociétés humaines, au changement climatique et aux événements qu'on est en train de vivre actuellement en termes de climat mais aussi d'environnement. Voilà, donc bonne conférence à toutes et à tous. Et puis voilà, donc je- j'ai un peu oublié ça. Pour les gens qui nous suivent en Zoom, donc cette conférence est organisée par PC Durable, donc les Convertes PC Durable, euh, qui est une association de l'ESPCI qui est l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, qui est une école basée à Paris, une école d'ingénieurs qui forme des élèves à la recherche, par la recherche, donc avec beaucoup de TP, une formation très expérimentale. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez, si ça vous intéresse, à vous renseigner sur Internet. Voilà, bah, bonne conférence à toutes et à tous, et puis je laisse la parole à Jean-Baptiste. Merci. Alors, merci pour cette invitation. Je suis content que vous soyez nombreux parce que, enfin, d'autant plus qu'en discutant avec l'un des organisateurs, c'était Alban, je crois, en même temps que cette conférence, il y a un débat avec une affiche beaucoup plus prestigieuse, avec Laurent Fabius en particulier et Laurence Toubiana, vous savez, ceux qui étaient, disons, les chevilles ouvrières des fameux accords de Paris de 2015. Et Alban me disait non mais c'est pas grave, de toute manière c'est pas les mêmes gens en fait qui viendront écouter Fabius et Toubiana et qui viendraient écouter votre conférence. Et je dirais que c'est une grande partie du problème en fait. C'est-à-dire qu'on a deux choses très différentes. On a d'un côté un discours très optimiste, voire franchement incantatoire sur notre capacité à décarboner l'économie d'ici 2050 pour pas dépasser les fameux 2 degrés, avec simplement de l'innovation, des taxes carbone, et de l'investissement vert, donc une sorte de keynésianisme vert fondé vraiment sur cette idée qu'on peut faire une transition énergétique. Et de l'autre côté, on a des gens comme moi, des historiens, ou bien des ingénieurs d'ailleurs, des gens qui font ce qu'on appelle de l'économie écologique, qui tracent un tableau des consommations matérielles sur 2 siècles qui n'incite absolument pas, alors mais alors pas du tout, à l'optimisme. D'accord. Donc là, je vous montre, vous avez des courbes qui ne font que monter devant vous. C'est en haut à gauche l'extraction domestique, c'est la consommation matérielle globale. Enlevez le bandeau. Là, encore mieux. Ok, merci. Donc ça, c'est en haut à gauche, vous avez la consommation globale de matière sur un siècle. Euh, donc avec différents registres, hein, enfin différents types, la biomasse, les énergies fossiles, les minerais métalliques et les minerais non métalliques, à savoir sable, gravier, tout ce qui sert à faire du béton. Donc comme vous pouvez vite le voir, ça ne fait absolument que monter sur un siècle. Et tout monte, tout ne fait que croître sur un siècle. La chose la plus effrayante, je dirais, surtout pour un historien et la plus déprimante pour un historien, c'est que dans cette courbe de la consommation matérielle globale, on voit quasiment pas les événements historiques. Vous pouvez regarder de près la guerre de 1914-18 suivie de l'épidémie de grippe espagnole. Ça fait une toute petite encoche sur une courbe qui ne fait que croître. La guerre de 39-45, c'est pareil, ça fait une toute petite encoche et surtout ça prépare une croissance beaucoup plus forte ultérieure. Le choc pétrolier de 1973, hein, qui est souvent invoqué en ce moment en disant, vous voyez, il faut faire comme en 73, etc. En fait, c'est suivi d'un énorme contre-choc pétrolier, gazier et charbonnier qui fait que la courbe ne fait que croître et croître encore plus vite après le choc pétrolier de 1973. Et puis la chose la plus frappante, c'est que la pente s'accroît dans le temps. C'est-à-dire en fait, c'est pas simplement que la consommation s'accroît, c'est que le rythme de croissance de la consommation matérielle globale, lui aussi va en s'accroissant. Et depuis les années 2000,
on vit une nouvelle grande accélération, encore plus forte que celle des années 1950, qui est principalement tirée par la croissance économique de l'Asie du Sud-Est. Autre courbe que je trouve assez intéressante, c'est les stocks. Ça, c'est le stock de matière qui est principalement les bâtiments, hein, pour dire les choses simplement. Donc vous avez évidemment quelque chose qui croît très vite, c'est tout ce qui est le ciment, le béton, agrégat et concrete, béton. Mais ce qui est frappant, c'est que bien que le béton croisse très vite, ça n'empêche pas la brique, le bois, le verre c'est plus logique, de croître aussi de manière très forte. Donc le point important, c'est que, si vous voulez, les matières anciennes ne sont pas obsolètes. Le bâti dans lequel on vit, l'environnement construit dans lequel on vit est très récent. C'est quelque chose d'assez neuf. Aux États-Unis, 90% des bâtiments, des logements datent d'après 1945. En Europe, c'est 80% qui datent d'après 1945. En Chine, c'est la quasi-totalité des logements, du parc de logements, qui a moins de 50 ans. Donc c'est tout le monde bâti dans lequel l'humanité vit est très très récent. Ça n'empêche pas, et donc c'est pour ça que le béton est aussi important, évidemment, et que c'est lié à la bétonisation. Mais ça n'empêche pas que la bétonisation, ça fait aussi croître les briques, ça fait aussi croître le bois. Donc à travers cet exemple assez massif, en fait, qui est la construction de logements et de bâtiments, vous voyez que le point qui est assez troublant, c'est que les matières premières ne sont jamais obsolètes. L'éventail des matières premières utilisées ne fait que croître et chacune des matières premières croît en quantité. Si vous prenez les 60 premières matières premières donc consommées dans le monde, entre 1950 et 2010, il n'y en a que 5 qui ont diminué. La plupart, c'est parce qu'il y a eu des interdictions, parce qu'il y avait des problèmes de toxicité, l'amiante par exemple, le mercure. Dans certains pays, il y a une diminution de la consommation assez forte de ce genre de substances par interdiction. La seule matière qui diminue par effet de compétition liée à une innovation technique, c'est la laine de mouton. Ça peut paraître trivial, mais ça diminue face au nylon, aux fibres synthétiques, aux fibres textiles synthétiques. Mais oui, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc, puisque le thème de votre cycle, c'est l'anthropocène, on pourrait appeler l'anthropocène un accumulocène. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on a déréglé le système Terre à l'échelle des temps géologiques, que simplement on est rentré dans cette nouvelle époque géologique qu'on appelle l'anthropocène. C'est qu'en fait, le système technique qui dérègle le système Terre, lui-même obéit à des formes d'irréversibilité, d'empilement. Et c'est le même type, si vous voulez, de temporalité qu'il faut avoir en fait pour cette question de l'économie et des systèmes techniques. L'idée qu'on va pouvoir faire une transition, que l'innovation nous permet de faire une transition assez rapide, ça renvoie à une vision beaucoup trop, beaucoup trop flexible, beaucoup trop malléable des systèmes techniques et en particulier des systèmes énergétiques. Parce que en fait, finalement, l'énergie, c'est juste un cas de cette croissance continuelle, générale, de la consommation de matière. Si vous prenez la consommation énergétique mondiale, chacune des sources d'énergie croît. Le bois continue de croître, vous voyez, au XXe siècle, biofuels. Le charbon croît fortement, évidemment, au XXe siècle. Le pétrole, on avait atteint avant le Covid-19 100 millions de barils par an, ce qui était le record de consommation historique. Et pour l'instant, le nucléaire et les renouvelables, si vous voulez, c'est une fine couche qui se rajoute sur un mix énergétique qui reste fondamentalement basé sur les énergies fossiles. Si vous prenez par habitant, on a une situation assez similaire, finalement, où la consommation par habitant de chacune des énergies ne fait que croître au cours du XXe siècle. Alors, la chose étrange, c'est que ce que je vous dis, c'est absolument évident, que évidemment les énergies primaires ne se substituent pas, s'empilent les unes sur les autres. Et pour autant, quand on lit l'histoire de l'énergie, on a des récits de transition. L'idée de transition est vraiment au cœur des récits sur l'histoire de l'énergie. Je vous mets simplement quelques couvertures de livres récents qui sont des grandes fresques de l'histoire énergétique de l'humanité. La transition, c'est vraiment le mot clé dans ces ouvrages, avec différents types d'approches. Je ne vais pas vous faire une introduction historiographique, mais vous avez des historiens très différents qui ont des perspectives vraiment, vraiment très différentes, de l'histoire très quantitative de l'énergie, de l'histoire plus politique de l'énergie. Et ils se retrouvent tous à parler de transition énergétique pour raconter ce qui se passe au 19e et 20e siècle. Alors, par exemple, on entend souvent que la transition énergétique serait la clé de la révolution industrielle. Que la révolution industrielle, vous avez peut-être appris ça au collège ou au lycée, que la révolution industrielle, c'est un basculement
d'économies qui étaient fondées sur la biomasse, sur l'énergie de l'eau, sur le vent, vers des économies qui sont basées sur les énergies fossiles. En fait, quand on regarde plus précisément ce qui se passe au XIXe siècle dans les pays européens, dans les pays qui s'industrialisent, les énergies dites traditionnelles ne font absolument que croître. Les énergies de la biomasse, les énergies du vent, de l'eau ne font que croître, y compris d'ailleurs le muscle. L'énergie musculaire humaine croît aussi. Si vous prenez l'hydraulique, si vous prenez la France, l'énergie hydraulique entre 1800 et 1900, elle est multipliée par 3. Et ça, c'est avant les grandes centrales hydroélectriques. On parle de moulins qui deviennent des turbines, en fait, les turbines de Fourneron. Il y a moins de turbines que de moulins au XVIIIe siècle, mais elles sont plus puissantes. Et donc, au final, la puissance hydraulique est multipliée par 3. Et ça vaut pour plein d'autres pays. Ce n'est pas particulier à la France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus que par 3. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. C'est dans les pays qui s'industrialisent, on utilise de plus en plus la force hydraulique en même temps qu'on utilise des machines à vapeur. C'est pas du tout contradictoire l'un avec l'autre. L'énergie éolienne croît évidemment au cours du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le grand siècle de la voile, où on a de plus en plus de voiliers de plus en plus puissants qui vont de plus en plus vite. C'est l'ère des grands clippers qui battent les records de vitesse pour arriver le plus vite possible en Chine, en Inde, et récupérer des marchandises et les vendre en Europe, aux États-Unis. Et c'est vraiment à la toute fin du 19e siècle que la machine à vapeur, le bateau à vapeur, commence à jouer un rôle important dans le commerce de marchandises. Il avait joué un rôle important un peu plus avant pour le transport de passagers, mais pour le commerce de marchandises, vraiment toute la première vague de cette globalisation très importante qui a lieu au 19e siècle, elle se fait avec l'énergie du vent. Le vent, c'est aussi des éoliennes. Et les éoliennes, c'est des techniques modernes au 19e siècle. Ce n'est pas du tout les vieux moulins qu'on peut imaginer tourner en Hollande dans ce genre de situation. C'est des moulins, des éoliennes qui sont en métal, qui sont capables de suivre automatiquement le vent, qui sont produites en masse et qui, aux États-Unis en particulier, jouent un rôle très important puisque c'est elles qui permettent d'irriguer les grandes plaines du Midwest. Vous avez dans les années 1800, à partir des années 1860, des millions et des millions d'éoliennes qui sont installées dans les grandes plaines du Midwest, qui servent à pomper de l'eau de la nappe phréatique, qui servent à irriguer les champs, à abreuver les bêtes. Et ça joue un rôle historique énorme. Quand on y réfléchit 5 minutes, on voit que c'est vraiment une énorme transformation de l'économie mondiale. C'est à partir de ce moment-là, avec d'autres innovations, évidemment, c'est lié au chemin de fer, c'est lié à d'autres processus industriels et techniques, mais c'est à ce moment-là que le spectre de la disette, de la famine, recule définitivement dans les pays riches. Donc c'est vraiment une transformation économique absolument majeure, aussi importante sans doute que le basculement du textile britannique dans les années 1830, de l'hydraulique vers la machine à vapeur, si vous voulez, qui est devenu l'emblème de la révolution industrielle. En fait, il y a plein de révolutions non industrielles, ou alors en tout cas non fossiles, qui ont lieu au cours du 19e siècle et qui jouent un rôle fondamental dans l'histoire. La force musculaire humaine aussi, elle augmente énormément au cours du 19e siècle. Et je dirais que, et c'est ce sera le point suivant, c'est que en fait, il ne faut vraiment pas penser ces énergies en forme d'opposition ou de substitution. En gros, vous avez au cours du 19e siècle une formidable modernisation de l'utilisation de la force musculaire humaine. Tout plein de chariots, par exemple, qui sont inventés et qui servent à optimiser la force, le muscle humain, pour transporter précisément tel objet dans telle situation. Et puis des technologies qui ne sont jamais prises en compte par les historiens de l'énergie, mais qui jouent un rôle hyper important en fait, quand on y réfléchit dans la production d'un service énergétique. Par exemple, les roulements à billes. Ça, c'est une technologie qui est hyper importante. Toutes les technologies qui permettent de réduire la friction sont tout aussi importantes que les technologies qui permettent de produire des machines plus puissantes et plus d'énergie. D'accord ? Et donc ces technologies de réduction de la friction, ça va être ou un sol bien plat en ciment. Les industriels qui s'équipent de sols bien plats en ciment, ils expliquent à quel point ça permet de doper la productivité dans tout ce qui est manutention, etc. Des roulettes en caoutchouc qui fonctionnent bien. Vous voyez, il y a tout plein d'innovations qui apparaissent en fait plutôt à la fin du 19e siècle, dans le dernier tiers du 19e siècle. Et j'irais, si vous voulez vous en souvenir d'une seule, le vélo est évidemment l'exemple le plus évident et le plus typique de ce genre de technologie. Des systèmes techniques qu'on estime être vraiment fondamentalement basés sur la machine à vapeur, comme le train, en fait, le chemin de fer a été massivement poussé par des humains ou par des bêtes au 19e siècle. C'est des chemins de fer dont on a oublié souvent l'existence, qui sont des chemins de fer à voie étroite. C'est ce genre de chemin de fer très léger, très facile à poser, très peu coûteux,
Il y a une entreprise française qui s'appelle Decoville, qui est leader dans le domaine, qui est une grande multinationale à la fin du 19e siècle, qui exporte des milliers et des milliers de kilomètres de voies de chemin de fer à voie étroite à travers le monde. Vous avez des régions, par exemple dans le Yucatan au Mexique, où il y a des grandes plantations de sisal. Le sisal, c'est une plante qui sert à faire des cordes, des cordages et des toiles d'emballage aussi, où il y a un réseau ferroviaire, si vous voulez, quasiment fantôme, qui ne repose pas du tout sur la machine à vapeur, la locomotive, mais qui repose sur des wagons poussés par des humains ou tirés par des mulets. Donc ça, c'est aussi ce genre de technique qui joue un rôle très important dans la production de services énergétiques qui ne sont pas du tout pris en compte dans ce qu'on appelle la révolution industrielle, l'industrialisation. Alors, le fait que, si vous voulez, les énergies s'additionnent et ne se substituent pas, c'est sans doute pas un scoop. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est plutôt la relation symbiotique qu'il y a dans l'histoire entre les différentes sources d'énergie. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce graphique-là qui est extrêmement important parce qu'il montre bien la manière dont les historiens les plus sérieux, vraiment la meilleure histoire de l'énergie, abordent le problème. C'est un graphique qui a été publié donc par un historien de l'économie britannique très célèbre qui s'appelle Anthony Wrigley dans un livre important qui s'appelle Energy and the Industrial Revolution. C'est basé sur des données d'un collègue qui s'appelle Paul Ward. Ça représente l'évolution du mix énergétique britannique depuis le 16e jusqu'au milieu du 19e siècle. Le petit rectangle, c'est le mix énergétique italien en 1960. Alors, ce graphique-là, il a été repris dans toute l'historiographie ultérieure de la révolution industrielle, y compris par des historiens assez importants et qui ont pas mal d'influence quand on réfléchit à l'histoire de l'énergie ou même à la transition énergétique. Par exemple, Václav Smil, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est un ingénieur qui est devenu historien, qui écrit des choses généralement intéressantes, mais sur la révolution industrielle, il utilise ces données-là qui sont extrêmement problématiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit une représentation de transition énergétique. Par exemple, le charbon croît énormément, c'est le gris clair, et par contre, le gris foncé, firewood, le bois de feu, lui, disparaît et arrive à zéro en 1850. Donc là, on a une représentation d'une transition énergétique du bois au charbon. La révolution industrielle, c'est cette grande transition énergétique. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails? En fait, la chose assez surprenante, peut-être paradoxale, c'est que l'Angleterre repose bien plus sur le bois pour son énergie, consomme plus de bois pour son énergie au XXe siècle qu'elle n'en consommait au XVIIIe siècle. Dans les années 1900, rien que pour boiser les galeries des mines de charbon, l'Angleterre consomme 4,5 millions de tonnes de bois. Les mines en Angleterre ou dans tous les pays industriels, c'est des choses vraiment gigantesques. C'est des milliers de kilomètres de galeries souterraines qui sont moites, chaudes. Il faut les boiser et les reboiser constamment. Les éboulements, les effondrements de galeries, c'est la première cause de mortalité des mineurs dans le monde entier, bien plus que les coups de grisou. Et ces milliers de kilomètres, on est obligé d'en laisser une bonne partie entretenue et bien ouverte pour l'aération et puis pour sortir évidemment le charbon des mines pour faire arriver les travailleurs. Dans un livre qui est génial qui s'appelle Le Quai de Wigan du grand historien Orwell, du grand historien anglais Orwell, il raconte son périple dans l'Angleterre du Nord et il explique à quel point une des choses pénibles dans le travail du mineur, c'est qu'il faut marcher des kilomètres avant d'arriver au front de taille, à l'endroit vraiment où on extrait le charbon. Donc c'est vraiment, si vous voulez, des immenses infrastructures souterraines qui nécessitent des quantités de bois énormes pour être boisées. Alors j'ai dit 4,5 millions de tonnes de bois, ça paraît abstrait. Pour vous donner un titre de comparaison, l'Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle, brûlait pour son énergie 3,5 millions de tonnes de bois. Donc rien que pour boiser les mines de charbon, l'Angleterre utilise plus de bois qu'elle n'en brûlait au milieu du XVIIIe siècle. Alors, il y a tout plein de réflexions sur cette question du boisage et sur la volonté de sortir du bois de mine. Parce que le bois coûte cher, en particulier après la Première et la Seconde Guerre mondiale, le prix du bois explose, le prix des étais explose. Et donc, il y a plein de tentatives pour s'extraire de cette dépendance au bois de mine, mais ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Ça, c'est un graphique qui le montre assez bien. Jusque dans les années 1950, l'intensité bois du charbon reste constante. Il faut en gros 4 tonnes de bois pour extraire 100 tonnes de charbon.
Et on arrive à des consommations absolument faramineuses. Si vous prenez par exemple la Russie des années 1960, c'est 25 millions de mètres cubes de bois qui partent dans les mines. 25 millions de mètres cubes de bois, c'est autant que la production forestière française à la même époque. Et c'est en fait beaucoup plus parce que là on parle du bois d'œuvre, un bois de bonne qualité, alors que dans les forêts françaises produisent aussi du bois de feu de mauvaise qualité, enfin du petit bois, quoi. Pour faire une référence à la situation contemporaine, le plus grand bassin minier de l'URSS, c'est le bassin du Donbass, dans les années 50-60. On atteint 220 millions de tonnes de charbon extrait à partir des années 60 dans ce bassin minier du Donbass. C'est énorme, c'est beaucoup plus, enfin c'est plus que tout le charbon anglais en 1913 au pic du charbon en Angleterre. Donc c'est vraiment un énorme bassin minier. Et ce bassin minier, il ne devient exploitable en masse à cette échelle-là que parce que l'URSS construit un canal entre le Don et la Volga qui permet de drainer tout le bois du bassin de la Volga, donc en Russie centrale, et l'amener dans le Donbass. Avant ça, finalement, il y avait un manque, si vous voulez, de bois. Donc vraiment, il y a une symbiose très très forte entre bois et charbon. Sans bois, il n'y aurait pas eu de charbon, il n'y aurait pas eu de machine à vapeur, il n'y aurait pas eu d'industrialisation. C'est aussi simple que ça. Ce graphique-là montre aussi, ce que je vous disais auparavant, la difficulté d'autonomiser une nouvelle source d'énergie des sources d'énergie qui l'ont vu naître. Si on veut réfléchir à ce que c'est qu'une vraie transition énergétique, quand est-ce que les renouvelables seront capables de se passer des fossiles, si c'est possible, hein, ce qui est tout à fait discutable. Alors, toutes les analogies historiques sont en général foireuses, ça c'en est une qui est aussi foireuse que les autres, mais ça montre à quel point c'est quand même difficile et long. Et si l'intensité bois du charbon diminue vraiment drastiquement dans les années 60, c'est pour des raisons assez différentes de cette volonté de s'extraire du bois, c'est parce que de plus en plus, on fait des mines à ciel ouvert dans les grands pays miniers, charbonniers que sont les États-Unis, l'Australie. Donc les mines à ciel ouvert, évidemment, ça règle le problème, puisque plutôt qu'aller creuser le charbon sous le sol, vous enlevez le sol qui est sur le charbon avec des grands engins de terrassement que vous avez sans doute tous déjà vus, et donc vous pouvez enfin vous passer de bois. D'accord ? Mais disons, avant cette transformation complète de ce que c'est que le charbon, c'était en fait extrêmement difficile de se passer de bois pour extraire son charbon. Alors, c'est pas simplement les mines qui consomment beaucoup de bois. En fait, c'est toutes les grandes technologies qu'on estime être emblématiques de la révolution industrielle et du charbon qui, en fait, reposent massivement sur du bois. Si vous prenez les chemins de fer, on aurait clairement dû appeler ça des chemins de bois. Ça consomme beaucoup plus de bois que de fer. Pour les mêmes raisons un petit peu que ce dont je vous ai parlé à propos des mines, c'est qu'il faut tout le temps changer les traverses qui sont en bois pour plein de raisons de mécanique, c'est plus simple, et des raisons de coût aussi, c'est moins cher que des traverses en fer ou en béton. Les chemins de fer consomment aux États-Unis, dans les années 1900, 10% de la production forestière américaine. Donc c'est vraiment des quantités de bois absolument gigantesques. Pour le cas de l'Angleterre et ses mines de charbon, c'était 20% de son bois, de sa consommation de bois, qui partait dans les mines de charbon. Vous voyez, c'est vraiment des gros postes de consommation. Donc, ce n'est pas une surprise si vous voulez, la consommation de bois ne fait que croître au cours du 19e et encore au 20e siècle. Pour le cas de l'Angleterre, qui est évidemment emblématique du pays qui aurait fait très tôt sa révolution industrielle et sa transition vers le charbon, manque de peau, la consommation de bois est multipliée par 6 entre 1830 et 1930, et par 3 par habitant. Alors, cette symbiose bois-charbon, ça vaut en fait pour d'autres types d'énergie. Il y a une symbiose très forte, un peu moins forte que bois-charbon, mais entre bois et pétrole. Le pétrole dépend évidemment très fortement du bois. Tous les derricks sont en bois jusque dans les années 1930. Et un derrick, c'est gros, hein. C'est une structure de 20-25-30 mètres de haut. Ça fait entre 30 et 40 tonnes de bois. C'est construit très solidement parce que ça doit résister au choc des instruments de forage. Et aux États-Unis, il y a 800 000 derricks qui sont construits avant 1930. Donc vous avez évidemment une consommation de bois importante pour ça. Et puis, donc ça c'est des images assez connues hein, de ce que c'est que l'exploitation du pétrole à ses débuts. Ça c'est encore dans les années 1900. Et puis, alors souvent on peut lire que très vite le pétrole s'est autonomisé du bois et que il y avait des pipelines, des bateaux à vapeur qui transportaient le pétrole, des wagons-citernes en métal, etc. Mais en fait, malgré tout ça, le bois reste hyper important jusque dans les années 1920
parce que même il y a une telle afflux de quantité de pétrole que même si on en stocke une petite partie ou bien les produits raffinés dans des tonneaux, vous avez une explosion de la demande de tonneaux à cause du pétrole. Et on produit bien plus de tonneaux en 1910 qu'on en produisait un siècle auparavant. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est lié au pétrole. Et le pic, l'âge d'or du tonneau, c'est les États-Unis des années 1910-1920 pour stocker des produits pétroliers. Vous avez devant vous la plus grande tonnellerie au monde au début du XXe siècle. C'est une tonnellerie qui s'appelle Interstate Cooperage Company qui appartient à Rockefeller, à la Standard Oil. Rockefeller, qui est le pionnier des pipelines, le mania du pétrole, celui qui contrôle tout le marché pétrolier grâce à son contrôle de la logistique hyper moderne des pipelines, etc., c'est aussi le plus grand tonnelier au monde. Donc il y a une fois encore une très forte, si vous voulez, symbiose à tout plein de niveaux de la chaîne logistique pétrolière entre pétrole et bois. La symbiose, elle se fait surtout en aval. C'est-à-dire, c'est pas tant la production énergétique nouvelle qui nécessite beaucoup des ressources anciennes, c'est en fait tout le système en aval, toute l'économie en aval qui fonctionne sur des symbioses énergétiques et matérielles. L'exemple le plus facile, le plus évident, qui est en fait extrêmement important d'un point de vue économique, c'est la construction. C'est de loin le premier poste de consommation de bois dans tous les pays au monde. Aux États-Unis, 90% des maisons sont construites en bois, avec au moins une structure en bois. Faut savoir aussi que les logements, enfin la construction, c'est de loin le premier secteur économique. C'est plus important que l'automobile, largement. C'est là aussi où la plupart des capitaux en fait sont investis. Si vous prenez les chiffres de Thomas Piketty dans son livre Le Capital au XXIe siècle, vous voyez que dans tous les pays, les logements, ça représente la moitié ou plus de la moitié du capital total. D'accord ? Donc c'est vraiment, évidemment, absolument clé dans la croissance économique tout simplement du XXe siècle. Hein. Et aux États-Unis, c'est très clair qu'il y a une transformation de la production des bâtiments, des gains de productivité importants dans le bâtiment, et c'est lié en grande partie à des panneaux, à l'utilisation de panneaux, en particulier de panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules qui sont des mélanges de bois et de pétrole, puisque c'est en gros le panneau de particules, c'est quoi? C'est de la sciure de bois qu'on fait tenir avec des cols, qui sont des produits pétroliers. D'accord ? Je vais passer ça, mais si vous voulez, toute la logistique, le transport de marchandises, ça repose sur du pétrole pour transporter les marchandises, ça repose sur du fer et donc du charbon, parce que dès que vous avez du fer ou de l'acier, vous avez en fait du charbon, et ça repose sur du bois, les caisses, les palettes, qui explosent évidemment au cours du XXe siècle, puis les cartons, tout le papier, le carton, tout ça, c'est évidemment du bois. Le pétrole, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de bois, et du bois beaucoup moins cher. Parce que ça permet de rationaliser, de rendre beaucoup plus productif l'extraction forestière avec l'invention de la tronçonneuse dans les années 20, mais elle se diffuse surtout dans les années 50. Tout plein d'engins, grumiers, débardeurs qui font que le bois est beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible sur les marchés. Et puis, pour boucler sur le cas de l'Angleterre, vous avez en fait, depuis les années 2000, un retour énergétique du bois absolument phénoménal. En Angleterre, il y a une centrale au charbon qui s'est convertie, qui s'appelle Drax, la centrale de Drax, qui s'est convertie à la biomasse dans les années 2000. Alors, la biomasse, ça veut dire en fait du bois, des copeaux de bois. Ce bois, il est produit aux États-Unis et au Canada. Il est transporté, il est réduit en copeaux par des grosses machines, évidemment, à diesel. Il est transporté par bateau à travers l'Atlantique sur des bateaux à diesel et il est brûlé dans cette centrale thermique. Cette centrale thermique, suivant les chiffres, on a des chiffres différents suivant les années, on a entre 6 et 12 millions de tonnes de bois par an pour produire de l'électricité. Vous voyez qu'après 2 siècles de transition énergétique, l'Angleterre consomme beaucoup plus de bois, 4 fois plus de bois, 3 ou 4 fois plus de bois qu'elle n'en brûlait avant sa transition énergétique qui aurait eu lieu au XIXe siècle. Voilà. Alors, je vais pas insister plus, je vais pas trop vous ennuyer, mais il y a le même genre de symbiose entre charbon et pétrole. L'idée qu'au XXe siècle, on serait passé du charbon au pétrole, c'est évidemment une idiotie. Tout simplement parce que le pétrole, en fait, ça remplace pas le charbon. Ça sert à nourrir un nouveau système technique qui est principalement l'automobile. Et ce système technique, il dépend partout du charbon. Ne serait-ce que pour produire une voiture, vous avez besoin de beaucoup de charbon. En gros, dans les années 30, une voiture, rien que pour faire l'acier, l'électricité pour faire la voiture, c'est 7 tonnes de charbon. C'est-à-dire en fait en poids plus que tout ce que la voiture va utiliser en pétrole.
Donc en fait, une voiture, c'est plus du charbon que du pétrole. Vous avez devant vous la photo d'une usine extrêmement célèbre, c'est l'usine de Ford à Dearborn dans le Michigan, à côté de la rivière Rouge. Vous avez évidemment un gros tas de charbon parce que ça consomme énormément, énormément de charbon. D'ailleurs, c'est assez amusant, Ford était extrêmement fier de sa consommation matérielle. Il y a tout plein de publicités que vous pourrez trouver dans YouTube. Par exemple, vous pouvez taper A Car is Born, donc une voiture naît, et ça commence par une image absolument spectaculaire d'une mine à ciel ouvert de charbon. Et pour Ford, c'était important de montrer à quel point son entreprise consommait tout plein de matières premières qui venaient de l'ensemble des États-Unis pour montrer que c'était en fait une entreprise nationale, que tout le monde concourait à la production d'une voiture. Donc ça, c'est quelque chose d'assez surprenant d'une certaine manière. L'écologie politique, elle nous a rendus relativement aveugles à la consommation matérielle. Parce que jusque dans les années 70, les publicités dans tout plein de domaines, pas simplement l'automobile, elles mettent en avant cette consommation matérielle. Et les industriels en sont fiers. Parce que ça montre qu'ils font plein d'efforts pour satisfaire le client. D'accord ? Et ils montrent des ouvriers, ils montrent des usines, ils montrent des mines, ils montrent des plantations de caoutchouc, etc. C'est ça qu'on voit dans les publicités jusqu'à assez tard, jusque dans les années 70. Et soudainement, ça disparaît. Et Ford, plutôt que montrer des mines à ciel ouvert ou des plantations de caoutchouc, ils vont montrer évidemment des familles heureuses autour de leur voiture, des choses très différentes pour vendre des voitures. Je vais passer ça. Oui, c'est ce genre de document qu'on voit par exemple. Alors ça, c'est un document qui est produit par l'association des producteurs d'automobiles. Et ils disent, voilà, on consomme 58 des 98 éléments chimiques connus pour faire des voitures. Et il y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup de bois, il y a plein de choses. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de choses qui se situent sur tous les États-Unis. Et ils en sont, pour eux, c'est un argument publicitaire, cette empreinte matérielle très lourde de l'automobile. Là, pareil, ils sont fiers, vous voyez, que de consommer 80% de l'essence, 80% du caoutchouc, 70% du cuir. Alors, upholstery, c'est donc les fauteuils en cuir, 52% du verre, etc., etc. Alors, comment ça se fait que ce que je vous ai dit, c'est assez évident, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de transition, tout simplement parce que une voiture, ça consomme plus de charbon que d'essence. Ne serait-ce qu'aussi pour refaire toutes les routes. Une fois qu'il y a des voitures, il faut faire des routes en béton, et le béton, ça consomme énormément de charbon, etc. Il y a plein d'exemples de ce type-là. Comment ça se fait qu'en dépit de cette évidence que le monde matériel il évolue de manière complètement symbiotique, additive, accumulative, ce soit la notion de transition qui soit imposée quand on parle d'énergie? Alors, déjà, c'est une vision assez récente. Si vous prenez l'histoire de l'énergie, l'histoire de l'expertise sur l'énergie, l'idée qu'il y a des transitions est complètement absente jusqu'aux années, fin des années 60, début des années 70. On a ce type de courbes qui est produit depuis longtemps. En fait, ça, c'est une des premières, c'est date de 1931. C'est une représentation de l'évolution du mix énergétique global produite par le Bureau des mines américain. Vous avez des diagrammes à bâton qui ne montrent pas vraiment des transitions. La baisse du charbon, ce n'est pas du tout présenté par cet ingénieur comme une transition. C'est lié à la crise de 29. Et un point important, et je pense que c'est important que vous l'avez en tête, c'est qu'en fait, il y a eu des très forts gains d'efficacité énergétique dans les centrales électriques dans les années pendant la Première Guerre mondiale et juste après. Pourquoi ? Parce qu'on vire les vieilles machines à vapeur et on met des turbines à vapeur. Et c'est beaucoup plus efficace. Et c'est là où il y a les plus forts gains en termes d'intensité CO2 de la production électrique. C'est à ce moment-là que ça a eu lieu. Depuis, c'est beaucoup plus modeste, les gains d'efficacité énergétique. Donc dans plein de domaines, en fait, l'efficacité énergétique, elle est derrière nous. Elle n'est pas très forte depuis 50 ou 60 ans. Elle était très forte, par contre, dans la décennie 10 et 20. Autre représentation classique, un diagramme avec une échelle logarithmique qui permet de montrer, par exemple, que le bois, ça reste important dans le mix énergétique américain au cours du XXe siècle. Celle-là, je l'aime bien parce que c'est un travail de futurologie, de prospective. À quoi va ressembler le mix énergétique américain dans le futur jusqu'en 2200 ? C'est un promoteur du solaire qui propose cette prospective. Et on voit bien que pour lui, le futur, finalement, tout va croître. Toutes les énergies vont croître. Il ne voit pas du tout une transition. Il voit plutôt que chacune des énergies primaires va s'accroître. Et pour lui, le futur, c'est un présent agrandi. Vous voyez, ce n'est pas un présent très différent. Alors, d'où vient cette idée de transition ? C'est un milieu très spécifique, assez marginal au départ, qui va en fait fonder notre manière de concevoir l'histoire de l'énergie et le futur de l'énergie.
C'est des savants atomistes américains qui ont participé au projet Manhattan pour la plupart, qui ont même travaillé dans un laboratoire bien précis qui se situe à Chicago, qui s'appelle le Metallurgical Laboratory de Chicago. Et c'est là où, sous l'égide de Enrico Fermi, ils font fonctionner la première pile atomique. Ils sont absolument fascinés par leur découverte. Ils sont aussi catastrophés par l'usage qui en est fait. La plupart sont critiques du bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Et ils essayent de trouver un sens à ce qu'ils ont fait en disant, en fait, ce qu'on a découvert, l'énergie atomique, c'est pas simplement un instrument de mort, c'est ce qui va permettre de sauver l'humanité d'un immense péril qui est la croissance démographique. C'est pour ça que ce sont aussi des malthusiens, des néo-malthusiens. Il faut savoir que cette idée que la croissance démographique est un immense danger pour l'environnement et pour l'humanité elle-même, c'est une idée qui est extrêmement influente dans les pays anglo-saxons au XIXe siècle et au XXe siècle. Alors, ces malthusiens atomiques, pourquoi le nucléaire permet de résoudre le péril démographique? Parce que ça permet, par exemple, de désaliniser l'eau de mer, de produire des engrais en masse et de mettre en culture des immenses zones arides de la planète grâce à l'énergie nucléaire. Donc il y a cette idée vraiment très présente que finalement l'atome, ça change, ça accroît la capacité de charge de la planète. Et donc ça permet de reculer le piège malthusien. Alors c'est pas n'importe quel atome. Pour que le nucléaire soit vraiment important, il ne faut pas se contenter de la fission, il faut avoir la surgénération nucléaire. Parce qu'à cette époque, dans les années 50, les réserves prouvées d'uranium sont assez faibles, ne sont pas très importantes. Et donc leur grande hantise, c'est finalement qu'on développe la fission sans développer la surgénération nucléaire, parce qu'on gâcherait l'uranium finalement dans des procédés très peu efficaces. Et par contre, s'il y a la surgénération, là, pour le coup, on a avec l'uranium des ressources énergétiques absolument gigantesques. Le premier à utiliser le mot transition énergétique, energy transition, c'est ce chimiste américain qui s'appelle Harrison Brown, qui est aussi donc un ancien du Metallurgical Laboratory, qui est aussi un des si vous voulez, des têtes d'affiche du mouvement néo-malthusien américain. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que ça vienne de ce milieu-là. Parce que quand vous entendez Energy Transition, en fait, il y avait deux modèles pour cette expression. La première, c'est qu'en fait, Energy Transition, c'est un terme de physique atomique. Vous savez sans doute ça mieux que moi. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Donc c'est en fait un terme qui vient de son domaine d'expertise précis qui était la physique nucléaire. Et c'est un terme qui est calqué depuis une autre expression qui est l'expression de transition démographique qui date de 1945, qui a été inventée par un sociologue qui s'appelle Kingsley Davis. Et Harrison Brown, dans son texte de 1967, finalement, il fait référence à cet article de Kingsley Davis en disant de même que la révolution industrielle a augmenté la capacité de charge de la planète, la capacité à nourrir les humains, ce qui est discutable, et a causé la croissance démographique, ce qui est tout à fait discutable. De même, le nucléaire va entièrement changer les paramètres démographiques de la question malthusienne. Un autre intellectuel clé dans cette affaire, qui lui n'est pas physicien mais géologue, c'est Marion King Hubbert. Vous avez peut-être entendu parler de Marion King Hubbert. Ça vous dit quelque chose ou pas? Rien du tout. C'est l'inventeur de la théorie du pic du pétrole. Vous avez sans doute entendu parler de la question du pic pétrolier, l'idée que les puits de pétrole vont s'assécher et que ça sera le déclin de la civilisation industrielle. Alors, ce Marion King Hubbert, c'est un grand géologue. Il a un spécialiste de la géologie physique, vraiment important. Il travaille pour Shell dans les années 1950. Et en 1955, il se fait recruter par la Commission de l'énergie atomique américaine, l'Atomic Energy Commission. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que l'AEC veut développer du nucléaire civil. Et ils savent très bien que ça va faire plein de déchets nucléaires, radioactifs, qu'il va falloir gérer. Et concernant les déchets liquides, l'AEC espère pouvoir s'en débarrasser en les versant dans des puits de pétrole abandonnés. Est-ce que c'est une riche idée? Ils n'en savent trop rien. Et donc, ils vont demander l'expertise de Marion King Hubbert, qui est un grand spécialiste de géologie pétrolière. Mais l'autre raison, c'est que Hubbert s'était déjà fait connaître pour des premières estimations d'un pic pétrolier assez proche. La question de l'épuisement du pétrole, elle est très ancienne. Dès le début du pétrole, les géologues disent qu'il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a pour 20 ans. En 1918, en particulier après la Première Guerre mondiale, il y a des rapports de géologues qui disent que le pétrole, en fait, c'est derrière nous déjà. Donc
Donc c'est vraiment une question très ancienne. Les industriels expliquaient en fait, il y a beaucoup de pétrole, c'est simplement que on n'a pas intérêt à faire de la prospection tant que nos puits sont déjà là, mais quand on voudra en trouver, on en trouvera. Quand on cherchera sérieusement, on en trouvera. Donc ils étaient assez peu inquiets, ils étaient plutôt rassurés sur cette question. Et Marion King Hubbert, lui, il était plutôt à tirer la sonnette d'alarme en disant il y a un problème de ressources pétrolières aux États-Unis dans un futur proche. Et donc pour l'AEC, c'est extrêmement utile d'avoir ce bonhomme-là avec elle, parce que la question du pic pétrolier, et pas simplement du pic pétrolier, mais du pic fossile, va devenir un argument clé dans son lobbying. L'AEC, elle doit convaincre le Congrès et le Sénat américain de financer des projets de recherche sur l'énergie atomique qui, dans les années 50, sont assez futuristes. En gros, l'énergie nucléaire, personne ne pense que ça va être important avant les années 2000. La plupart des économistes sont très critiques du nucléaire, en disant que ça ne sera jamais compétitif. Il y a des risques commerciaux, des risques de développement considérables. Peut-être ça sera utile dans des coins très isolés, mal reliés au réseau classique énergétique, aux pipelines, aux chemins de fer, etc. Mais au final, ce n'est pas très utile pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, quand vous regardez aussi le prix de l'électricité, l'essentiel du prix de l'électricité, c'est la distribution de l'électricité, ce n'est pas la production d'électricité. Donc même si vous faites des économies en utilisant une autre matière que du charbon ou du gaz, finalement, vous ne gagnez pas grand-chose dans le prix de l'électricité finale. Et ça énerve beaucoup les savants atomistes qui sont persuadés d'avoir découvert ce qui va sauver l'humanité. Et quand je dis sauver l'humanité, c'est vraiment comme ça qu'ils le présentent. C'est-à-dire Alvin Weinberg, qui est un des savants atomistes du projet Manhattan, il dit, dans son autobiographie, j'étais obsédé par cette idée que tout le futur de l'humanité dépendait du surgénérateur nucléaire. Alors ça les énerve parce qu'ils disent en fait ces calculs d'apothicaire, c'est pas intéressant. Le but du nucléaire, c'est pas d'être compétitif quand il y a beaucoup de charbon, c'est d'être là quand il y aura plus de charbon. Le problème, c'est quand est-ce qu'il n'y aura plus de charbon. Et donc, Marion King Hubbert, il fait des travaux pour montrer que à terme, le nucléaire sera absolument indispensable pour l'humanité et pour les États-Unis en particulier. Et cette idée de pic énergétique, de pic fossile, de pic du pétrole, si vous voulez, et du charbon, c'est lié à une représentation graphique assez originale de l'histoire énergétique de l'humanité. Il dézoome en fait en prenant de moins 5000 à plus 5000 sur 10 000 ans. Toutes les énergies fossiles, ça fait ce petit pic ridicule. À l'inverse de l'énergie nucléaire, si on arrive à avoir les surgénérateurs, ça donne accès à cet immense plateau énergétique. Et là, vous avez une représentation assez claire d'une transition énergétique avec des fossiles et puis du nucléaire qui remplace les fossiles. Donc c'est vraiment dans ce milieu, à la fois malthusien, obsédé par les ressources et obsédé par l'épuisement des énergies fossiles, et convaincu que le nucléaire est la solution ultime à ce péril dramatique, qu'apparaît cette idée de transition énergétique. Mais au départ, vous voyez, c'est simplement le lobbying de l'AEC, c'est quelques dizaines de savants atomistes, c'est pas très important. La plupart des spécialistes d'énergie, économistes, ingénieurs pétroliers, ingénieurs miniers, ne pensent pas du tout dans ces termes-là. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir, d'abord, dans un premier temps, la promotion de cette idée par le lobby nucléaire américain, donc Westinghouse, General Electric et l'AEC, qui veulent vendre des centrales nucléaires. Dès la fin des années 1960, ils commencent à répandre cette idée qu'il y a une crise énergétique qui menace les États-Unis. En général, quand vous prenez l'historiographie de ces affaires-là, c'est souvent lié au choc pétrolier de 1973. En fait, dès la fin des années 60, on voit dans la documentation de l'AEC à quel point ils essayent de diffuser cette idée que les États-Unis sont vraiment menacés par un grand péril qui est l'effondrement énergétique lié à l'épuisement des fossiles. Et ils sont favorisés par des blackouts aux États-Unis. Au milieu des années 60, il y a un grand blackout à New York qui a beaucoup choqué la population américaine, qui est lié principalement à des raisons assez conjoncturelles de mines de charbon pour plein de raisons différentes. Je ne vais pas entrer dans les détails. En gros, les centrales thermiques américaines manquent de charbon, le réseau électrique est mal entretenu. Enfin, il y a plein de raisons assez évidentes à invoquer. D'ailleurs, la presse n'invoque pas du tout cette question de pic du pétrole ou de pic du charbon ou du manque de charbon. Mais il y a tout un discours sur le charbon qui s'épuise. Vous avez cette publicité de General Electric de 1972. Vous voyez le charbon dans une sorte comme dans une vitrine de musée en disant c'est une ressource qui est en train de s'éteindre. L'autre point important, c'est que cette idée de crise énergétique, elle est au départ inventée contre les écologistes, contre le mouvement écologiste américain. Pourquoi ? Parce que à partir de 1969,
69 principalement, il y a deux choses qui ont lieu. Premièrement, les associations environnementalistes américaines, le Sierra Club, se scindent en différentes associations, en particulier Friends of the Earth. Et Friends of the Earth est farouchement antinucléaire et organise des manifestations contre l'atome et surtout commence à mettre des bâtons dans les roues dans les autorisations de centrales atomiques aux États-Unis. Et l'AEC, en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'avec cette idée de crise énergétique, ok, ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec la crise environnementale, mais il y a un autre problème qui est beaucoup plus urgent, qui est beaucoup plus massif, beaucoup plus dangereux pour les États-Unis, c'est la crise énergétique. Peut-être que sur la télé, à partir des années vraiment c'est 69-70, où vous avez en permanence des images de marées noires, d'oiseaux englués dans le mazout et de catastrophes environnementales. C'est très triste. La crise environnementale, elle est lointaine, elle est progressive, mais ce qui est vraiment menaçant pour les États-Unis, c'est cette crise énergétique. Et évidemment, le nucléaire est la solution à la crise énergétique. Alors, ce discours-là, toujours très lié à l'atome, il va rencontrer, j'aurais dû mettre une autre slide, c'est pas grave, il va rencontrer quelque chose qui est très important, c'est le choc pétrolier de 73. Où là, en fait, ils avaient le discours parfait sur ce qui était en train d'arriver aux États-Unis. Et donc, tout le monde va reprendre cette idée de crise énergétique, et l'idée de transition énergétique se diffuse à la faveur de ce discours sur la crise énergétique que connaîtraient les États-Unis. Et tout le monde se met à parler de crise et de transition énergétique. Pas simplement le lobby nucléaire, tout le monde. Donc c'est ça qui est très important et qui se passe en 73, c'est que tout le monde se met à réfléchir comme les savants atomistes néo-malthusiens, y compris les environnementalistes. C'est-à-dire que les environnementalistes reprennent complètement le type de vision du mix énergétique comme quelque chose de fluide, quelque chose qu'on peut transformer assez rapidement. Et je vous donne simplement un exemple. Amory Lovins. Peut-être vous avez entendu parler d'Amory Lovins. Bon, c'est une sorte de gourou des renouvelables, l'un des premiers gourous des renouvelables en fait, qui explique, c'est un jeune physicien à ce moment-là, qui est aussi militant à Friends of the Earth, qui en 1976 fait paraître un article extrêmement retentissant qui s'appelle... en gros, c'est sur les soft energy paths, les chemins énergétiques doux, qu'on ressort d'ailleurs en ce moment avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. On dit voilà, il faut un chemin énergétique doux. Donc c'est essentiellement du solaire et de la biomasse. Et il produit ce graphe, vous voyez, dans ses prospectives énergétiques. Pour lui, on peut entièrement faire basculer tout le système énergétique américain en 30 ou 50 ans. Pas de problème. La biomasse peut remplacer le pétrole. Le charbon, ça sera un truc transitoire, mais on peut le rendre propre, donc c'est pas un souci. Et au final, on aura une économie qui reposera entièrement sur l'énergie solaire dans un temps relativement proche, dans 50 ans. Donc le point important, c'est que je me sens seulement sur ce graphique-là, c'est que cette vision de l'avenir de l'énergie comme fondamentalement marquée par un processus de transition qui n'était pas du tout dominante jusqu'à ce moment-là, devient, si vous voulez, la façon classique d'envisager l'histoire et le futur de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est en transition et il faut faire advenir une transition. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ce discours-là se banalise. Et aussi, l'autre force du mot de transition, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. Et qu'à peu près n'importe qui peut se reconnaître dans ce discours-là. Et donc, vous avez c'est surtout pratique pour les think tanks et les institutions qui doivent produire des travaux de futurologie énergétique. Il y a des rapports qui s'appellent Energy in Transition, où vous avez à la fois des promoteurs du surgénérateur, des promoteurs comme Amory Lovins des renouvelables, des gens qui expliquent qu'il faut parler de sobriété, etc. Tout ça, ça rentre dans ce terme très générique de transition énergétique. C'est pour ça que ça devient une sorte de nappe discursive qui est employée un peu à tort et à travers, en tout cas de manière assez lâche et floue. Et surtout, la personne qui va vraiment donner ces lettres de noblesse à l'expression, c'est un président américain qui s'appelle Jimmy Carter, qui, le 18 avril 1977, fait un grand discours à la Maison-Blanche. Et c'est un discours que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est assez intéressant parce que c'est un cours d'histoire. Ça commence en disant mes chers compatriotes, par le passé, les États-Unis ont fait 2 transitions énergétiques, l'une du bois au charbon, la seconde du charbon au pétrole, et maintenant, face à la crise énergétique, il faut faire une 3e transition énergétique. Et là, c'est vraiment un artifice rhétorique, parce que même si Jimmy Carter se fait photographier en train d'installer des panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche, son plan énergétique, c'est essentiellement un triplement de la production de charbon. Et c'est très fort de parler de transition énergétique, parce que ça donne un aspect futuriste à un plan qui n'était pas vraiment.
puisqu'on allait plutôt recourir à une énergie sale, plus polluante, qui était très critiquée déjà par les environnementalistes, par certains environnementalistes de cette époque. Mais pour lui, pour faire face au renchérissement du pétrole, au fait que l'OPEP allait vendre plus cher son pétrole, il fallait que les États-Unis recourent davantage à une ressource domestique, et ça serait le charbon, qu'on allait liquéfier. On n'allait pas simplement l'utiliser pour faire de l'électricité, on allait le transformer en carburant liquide pour faire tourner les voitures, les camions, etc. Alors, cette idée, son cours d'histoire, là, où il dit par le passé on a déjà fait 2 transitions énergétiques, il faut faire une 3e, ça vient d'un graphique qui est très bizarre. Ce graphique, on le trouve dans le National Energy Plan de Carter de 77, c'est quand il le présente à la télévision qu'il parle de ça. Et on trouve ce graphique où on voit une belle représentation de transition énergétique. Vous avez le bois qui diminue, le charbon qui augmente, qui diminue ensuite, et puis le pétrole et le gaz qui augmentent, ça commence à diminuer, et la question c'est évidemment par quoi on va le remplacer. Vous avez une représentation très stylisée du mix énergétique américain depuis les années 1860. Alors ce graphique, il est très bizarre, très original déjà dans sa forme même. Parce que là, évidemment, c'est la part de l'énergie dans le mix énergétique. Ce n'est pas la valeur absolue du bois, du charbon, du pétrole. Quand vous regardez en valeur absolue, vous avez une autre impression. C'est beaucoup moins spectaculaire les transitions là d'un coup. Donc il y a une forme graphique assez originale qui est proposée. Alors, j'étais assez content de voir d'où ça venait cette forme graphique. En fait, ce graphique de Carter, enfin de l'équipe de Carter, c'est non pas Carter qui s'embêtait à faire ça, ça vient de ce monsieur-là, Cesare Malchetti, qui est un personnage absolument fascinant, un physicien nucléaire italien. Alors fascinant parce qu'il y a un côté docteur Folamour qui est assez rigolo. Donc c'est un travail à l'Euratom, d'abord à l'Euratom puis ensuite au IASA. Il est aussi consultant pour General Electric. C'est le plus fan du nucléaire que vous puissiez imaginer. Pour lui, la clé du futur de l'énergie, c'est l'hydrogène. Et il en est convaincu depuis les années 60, très tôt, bien avant Jeremy Rifkin, bien avant les plans hydrogène actuels. Dès les années 60, il est convaincu que la clé vraiment du futur de l'énergie, c'est l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que vu qu'il est pro-nucléaire, pour que le nucléaire devienne vraiment important, il faut qu'il s'extrait de la petite niche énergétique que représente évidemment la production électrique. L'essentiel, ce n'est pas l'électricité, c'est les carburants liquides, c'est d'autres choses. Donc il faut produire de l'hydrogène. Et pour faire ça, on va le faire dans des immenses centrales atomiques qui seront construites au milieu des océans. Pourquoi au milieu des océans comme ça ? Les gens ne râlent pas. Et l'avantage, donc on a l'eau sur place, et puis on va craquer l'eau de mer par la chaleur de la réaction nucléaire. Ensuite, on va produire de l'hydrogène, donc, qu'on va transporter dans des flottes de cryotankers à travers le monde entier. Et puis, alors, pour les déchets nucléaires, en attendant la fusion, qu'à cela ne tienne, on va laisser simplement les déchets qui sont très très chauds s'enfoncer par leur propre chaleur au fond des océans. Voilà. Donc c'est ce genre de personnage. Alors ça, c'est son côté docteur Folamour. Et en même temps, ce qui est très honnête de sa part, c'est qu'il réfléchit au temps que ça va prendre pour qu'une telle utopie nucléaire et hydrogène puisse advenir. Et il va faire ça au sein d'un institut qui est très, très important pour ce moment-là sur la prospective énergétique qui s'appelle le IASA. Le IASA, c'est International Institute for Advanced System Analysis. C'est un institut qui a été créé au moment de la détente. C'est un institut qui a la particularité de regrouper des savants de l'Est et de l'Ouest et d'appliquer les méthodes, vous voyez le rapport au Club de Rome, en gros de la modélisation, des modèles informatiques, pour penser les grands problèmes du futur. Et il y a un groupe au sein du IASA qui s'occupe d'énergie, qui est complètement dans le nucléaire. C'est dirigé par Wolf Affeleux, qui est un savant allemand qui s'occupait du programme de surgénérateur allemand. Et donc il recrute son ami Cesare Malchetti pour faire de la prospective énergétique. Et là, Cesare Malchetti fait quelque chose d'assez original pour faire... Enfin, c'est original et pas original. En fait, il va retourner aux sources de la prospective. Il va faire de l'histoire. Il va faire de l'histoire de l'énergie. Est-ce que j'ai mis le slide qu'il fallait ? Oui. En gros, à ce moment-là, pour faire de la prospective, on fait un peu comme le Club de Rome. On fait un modèle mathématique de l'économie, du système énergétique, des ressources. On met des équations pour relier tout ça. On fait tourner un ordinateur qui produit différents types de scénarios. Je vais peut-être fermer, c'est un peu bruyant. Et donc,
Ça, c'est le type de systèmes qui sont mis dans des ordinateurs et qui permettent de faire différents scénarios en fonction des paramètres qu'on rentre dans l'ordinateur. Cesare Malchetti, lui, il pense que ça, c'est pipeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce type de modélisation, ça produit autant de scénarios que vous voulez. En fonction des paramètres que vous rentrez, vous avez des scénarios très différents. Et sous le côté très scientifique de l'ordinateur qui produit des graphiques qui prédisent le futur, en fait, c'est très sensible, comme tout système ionique, c'est très sensible à des petites variations de paramètres. Par exemple, si vous changez le coût de l'uranium un tout petit peu, les surgénérateurs, c'est soit indispensable, soit parfaitement inutile. Vous voyez. Donc, il est très critique de ces scénarios. Et lui, il pense que, en fait, le futur est largement conditionné par le passé. Et il est convaincu de ça parce qu'il recourt finalement à un outil assez classique de prospective qui remonte aux années, voilà, à l'entre-deux-guerres, qui est la courbe logistique. Vous connaissez la courbe logistique, la courbe en S, hein, la courbe de diffusion logistique, qui, depuis longtemps, au moins depuis après la Seconde Guerre mondiale, était utilisée. Au départ, ça vient de la démographie, hein, cette affaire, même de la biologie. Le premier à l'utiliser, c'est un biologiste qui s'appelle Raymond Pearl, qui modélise la population de mouches dans une bouteille. La pollution de drosophile dans une bouteille. Et ça croît sur une belle courbe en S, puis ça s'effondre. C'est utilisé par les démographes pour faire la prédiction de combien sera la population de tel pays dans 50, dans 100 ans, etc., de manière assez courante dans l'entre-deux-guerres. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on s'en sert pour faire de l'étude du rythme de diffusion des technologies. Dans combien de temps va se diffuser le maïs hybride, tel procédé chimique, l'acier Bessemer, je sais pas, l'extracteur aux États-Unis, tout ça, ça suit des belles courbes logistiques. Même d'ailleurs la diffusion des téléphones portables, si on fait un graphe de la diffusion logistique des portables versus les cabines téléphoniques, vous voyez, ça suit une belle courbe logistique où vous avez une substitution totale. D'accord ? Donc c'est un outil de prédiction qui marche bien pour les techniques, relativement bien pour les techniques. Et ce que Cesare Malchetti fait, qui est original, c'est de dire on va faire ça pour les énergies primaires. On va faire l'hypothèse que les énergies primaires se substituent les unes les autres suivant un modèle logistique. Et ça donne une puissance prédictive absolument extraordinaire. Si vous avez, vous voyez le début de la courbe logistique, vous définissez les paramètres et ensuite vous pouvez prédire le futur. Et il dit, voilà, c'est ça vraiment c'est ça la prospective énergétique. Ça doit être basé sur ce type d'histoire. Et donc il a une vision très déterministe. Par exemple, toute la destinée d'une énergie semble entièrement prédéterminée à sa première enfance. Ces tendances vont sans variation à travers les guerres et malgré des oscillations importantes dans le prix de l'énergie ou des dépressions. C'est pour ça qu'il dit aussi, contre ses collègues du IASA qui font de la modélisation numérique avec des ordinateurs, il dit méfiez-vous du système, n'oubliez pas le système, donc le système énergétique, son évolution intrinsèque qui a son propre rythme, lui ne vous oubliera pas. D'accord ? Donc le point sans doute important, c'est que Cesare Malchetti, il a une vision plus pessimiste que ses collègues de la capacité à faire une transition énergétique. En gros, le IASA, on leur avait demandé de trouver un scénario qui permettait en 50 ans de sortir des fossiles. Et donc, ils avaient montré qu'il y avait des scénarios possibles. À cette époque, ils étaient plutôt pro-nucléaire. Donc, en fait, une des leçons du IASA que retiendra d'ailleurs William Nordhaus. Vous connaissez peut-être William Nordhaus, prix Nobel d'économie. C'est l'un des premiers économistes à réfléchir sur le climat, qui travaille en fait au IASA sous Cesare Malchetti. Enfin, en tout cas, il est avec Cesare Malchetti plutôt. C'est Cesare Malchetti qui l'initie à cette question de changement climatique et de système énergétique. En gros, la stratégie, c'est surtout il faut attendre. Parce que, en fait, là, c'est très difficile de faire une transition pour l'instant. Ah, mais dans 20 ou 30 ans, quand on aura des centrales nucléaires, en particulier des surgénérateurs, ça sera beaucoup plus simple. D'accord ? C'est une stratégie dilatoire. Et Cesare Malchetti, en fait, il pense que même s'il faut faire des surgénérateurs, dans tous les cas, ça prendra beaucoup plus de temps que 50 ans parce que c'est finalement ce qu'il découvre avec son modèle de substitution. Vous voyez, par exemple, quelque chose qui prévoit et qui était juste d'ailleurs, c'est l'énorme croissance du gaz naturel. Parce que pas grand monde n'en parlait, peu de gens en parlaient. Lui, il pense que le gaz naturel, ça va jouer un rôle très important dans le mix énergétique. 60% selon du mix énergétique global. Bon, là, il se plante parce qu'en fait, il sous-estime le charbon dans les années 2020. Il voit une disparition, alors il se trompe, parce qu'il voit une disparition complète du bois en l'an 2000. Bon, le bois, ça reste très important en fait dans tous les pays pauvres. Le bois reste une source d'énergie extrêmement importante. Et puis, surtout, ce modèle
Peut-être que ça marchait jusque, je ne sais pas, enfin, vous voyez, comment il a produit ces points, hein, on peut en discuter, mais le charbon a complètement échappé à cette loi de substitution logistique, puisque le charbon a connu une croissance phénoménale à partir de 78-119 jusqu'aux années 2010. C'est vraiment le charbon qui est l'énergie qui prend une place plus importante dans le mix énergétique récemment. Alors, si vous voulez, la théorie de la transition énergétique, ça vient de ce monsieur, de ce Cesare Malchetti. Dans cette application d'un modèle de substitution qui marche aux techniques, il l'applique au mix énergétique. Et c'est pour ça que j'insistais au départ dans ma présentation sur le fait que les énergies dans l'histoire en fait, ne se substituent pas. Le modèle logistique de substitution, ça peut marcher pour certaines techniques. Vous avez des effets de substitution, je vous ai parlé des téléphones portables, mais fondamentalement, ça ne marche pas pour les matières et l'énergie. Les énergies sont autant en symbiose, plein de sources énergétiques sont autant en compétition qu'en symbiose. Le pétrole, ça permet de se substituer à la marge au charbon pour, je sais pas, par exemple les bateaux, on va passer des bateaux à vapeur à des bateaux au fioul, mais il n'empêche que pour produire tous ces bateaux au fioul, il faut plein de charbon pour faire l'acier de ces bateaux, par exemple. Donc il y a vraiment un problème de raisonnement au départ dans ce modèle-là. Alors, cette idée de transition énergétique, il y a une personne un groupe de personnes qui va trouver ça absolument fascinant, c'est l'industrie pétrolière. Pourquoi? Alors, fin des années 70, dans tous les rapports, il y en a beaucoup sur le futur de l'énergie, etc., le changement climatique est déjà présent. Ce n'est pas la question la plus importante, la plus effrayante. Ils sont plus préoccupés par l'épuisement du pétrole, par exemple, mais c'est présent. Il n'y a pas de doute sur le fait que le CO2, ça fait de l'effet de serre. C'est la vieille physique de la fin du 19e siècle, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc il n'y a pas de climato-sceptique encore. Par contre, il y a un argument qui va être utilisé à la fois par l'industrie pétrolière et qui va être repris par les climatologues, ce qui était une très grosse erreur, c'est de dire il y a un changement climatique et puis il y a autre chose, c'est la transition énergétique. Et les deux sont en train d'arriver. En 1982, donc, Edward David, qui est le chef de la R&D d'Exxon, qui est l'ancien conseiller scientifique de Nixon, l'ancien responsable des Bell Labs. Les Bell Laboratories, c'est là où s'invente l'électronique moderne. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine surface scientifique, industrielle. Enfin, c'est une sorte de tête pensante de l'industrie pétrolière à ce moment-là. Il est invité par Jim Hansen. Alors Hansen, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est le climatologue qui a lancé l'alerte dans les années 2000. C'était la bête noire des climato-sceptiques. Il était, si vous voulez, un des promoteurs de l'alerte climatique. Donc Jim Hansen organise un colloque sur le changement climatique, sur les effets de rétroaction de la végétation, des nuages, des océans avec le changement climatique. Et il demande à Edward David de parler des rétroactions des sociétés humaines. Et Edward David, il commence son discours en disant, bon, effectivement, il y a un problème de changement climatique, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver en premier. La catastrophe climatique ou la transition énergétique. Et il naturalise complètement cette transition énergétique. Il reprend d'ailleurs en déformant les travaux du IESA qui sont cités là, en disant ça prend 50 ans. Ça prend 50 ans pour faire basculer un système énergétique des fossiles vers les renouvelables. 50 ans, a priori, ça nous laisse le temps, la catastrophe climatique arrivera plus tard. Et d'ailleurs, les climatologues n'ont pas forcément envie de le réfuter parce qu'ils ne savent pas trop exactement quand ça aura lieu. Des textes qui sont assez effrayants maintenant expliquent voilà, le changement climatique par des climatologues, hein, donc c'est un texte de 78, qui dit le changement climatique, ça va devenir sensible en l'an 2000, ça aura des conséquences économiques en 2020, et ça sera vraiment catastrophique en 2070. Voilà. C'est ce genre de temporalité du changement climatique. Et dans ces cas-là, 50 ans pour faire une transition énergétique, c'est rassurant. Alors, ce qui est frappant, c'est à quel point cette idée donc de transition énergétique se diffuse, se naturalise, est reprise par des climatologues qui sont eux-mêmes en train de porter l'alerte, et ils achètent cette idée de transition qui était complètement foireuse en fait. Jim Hansen remercie Edward David pour son discours très intéressant, très éclairant, etc., alors qu'il est en train de raconter des choses d'ailleurs qu'il sait fausses. Ça, c'est un point important, c'est que l'industrie pétrolière a parfaitement conscience que la transition énergétique, c'est du flan. 2 mois après cette conférence de 82, il donne une conférence à Pékin avec des spécialistes d'énergie chinois, des collègues chinois, etc., où il dit non mais les fossiles, alors c'est marrant parce que le titre de son intervention c'est les incertitudes des firmes énergétiques. Il dit il y a beaucoup d'incertitudes mais il y a un truc dont on est sûr, c'est que les fossiles, ça va jouer un rôle clé au XXIe siècle.
Donc il a parfaitement conscience que le charbon va continuer à croître énormément. Il n'a absolument aucun doute là-dessus. D'ailleurs, Exxon investit à ce moment-là, depuis 73-74, Exxon rachète des compagnies minières, il modernise les compagnies minières, et le boom du charbon aux États-Unis après 79, il faut savoir que c'est à ce moment-là que le charbon va croître le plus vite dans l'histoire des États-Unis pour atteindre son pic en 2008. C'est dans des grandes mines à ciel ouvert qui sont modernisées en grande partie grâce aux capitaux et à l'expertise des compagnies pétrolières, qui sont beaucoup plus modernes et mieux organisées que les compagnies minières. Le grand projet d'Exxon à ce moment-là, c'est de faire de la liquéfaction du charbon. Et Carter dit que, en gros, il explique qu'ils espèrent récupérer des subventions du gouvernement américain pour mettre en place des usines de liquéfaction de charbon. Alors, il y a une autre critique de la transition énergétique qui est faite, et ça c'est des documents internes, grâce à des procès, on a accès à des documents internes de l'industrie pétrolière. Il y a un séminaire qui a lieu en 1980, fin 80 ou 81, je ne me souviens plus, en Floride, où on a des climatologues, des gens de l'EPA, de l'Environmental Protection Agency américaine, et puis un lobbyiste, enfin un scientifique de Exxon qui s'appelle Shaw, qui discutent ensemble de cette affaire de transition énergétique. Et à un moment, les climatologues disent, là où on se fait vraiment du souci, finalement, c'est pas tant le pétrole, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est le charbon. Et s'il y a un truc qui est problématique, c'est ce projet de Jimmy Carter de subventionner les usines qui vont permettre de transformer le charbon en carburant liquide. Et Shaw, le scientifique d'Exxon, qui s'occupe de ces problèmes de climat, dit non mais on va avoir besoin de ça, il y aura une période de transition où on aura besoin des carburants liquides produits à partir du charbon. Et là, il y a un savant, enfin un ingénieur du MIT qui s'appelle David Rose, qui fait une réfutation en règle de cette idée-là. En gros, cette idée que ça vaut le coup d'attendre, d'avoir les technologies qu'il faut, d'avoir plus de capitaux, d'avoir plus de savoir-faire pour enclencher la transition. Et comment il fait cette réfutation? C'est tout simple. Il dit en fait, plus on attend pour faire la transition, plus il faut qu'elle soit brutale. Donc ça, c'est le taux d'installation de systèmes de production énergétique, soit non carboné. C'est soit du nucléaire, soit de l'éolien, soit du solaire, on s'en fiche, c'est pas la question. Donc, plus vous attendez, évidemment, plus il faut que ça soit brutal. Vous êtes d'accord? Il se donne une limite, il ne faut pas dépasser 600 ppm. Ça, c'est une courbe qui permet de ne pas dépasser 600 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. D'accord? Donc c'est déjà très élevé, 600 ppm. On est à 410 maintenant, on était à 350 il y a quelques années. Bon, c'est ce qu'on va atteindre sans doute dans les décennies qui viennent, mais c'est quand même très élevé. Il pense que 600 ppm, si vous voulez, c'est un peu la limite vraiment d'une catastrophe climatique gigantesque. Et pour ne pas dépasser 600 ppm, si vous commencez en 2010, il faut que toute la transition soit faite en 20 ans. Donc là, on est en 1980. Il dit, si vous attendez 30 ans, ce que propose le IASA, en fait, il faudrait installer énormément, très très vite, de centrales nucléaires ou de ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'en fait, il faut prendre la dérivée de ça. Pour avoir ces capacités d'installation, c'est bien qu'il faut avoir des usines qui produisent soit les panneaux solaires, soit les éoliennes, soit les centrales atomiques et les turbines à vapeur, etc. Et il arrive à des chiffres absolument colossaux. Il dit pour les États-Unis, rien que pour les États-Unis, il faudrait l'équivalent de 50 fois les capacités d'installation de General Electric et de Westinghouse réunis. Donc il faudrait des capitaux absolument gigantesques pour agir très très vite, sans compter le problème des savoir-faire, des ingénieurs à former, des ouvriers à former, etc. Enfin, sans compter tout ça. Il faudrait avoir des capitaux absolument gigantesques qui, en fait, au bout de 20 ans, n'auraient plus grande utilité, puisque la transition, elle aurait été faite. Donc il dit vraiment, vous voyez, cette manière d'envisager la transition comme quelque chose de progressif, qu'on peut faire plus tard, qui sera plus facile à faire plus tard quand on aura les meilleures technologies, c'est en fait la recette parfaite pour nous mettre dans le mur. Ça, Shaw en fait un compte-rendu, il l'envoie à Edward David, dont je viens de vous parler. Donc Edward David est parfaitement conscient de tous ces problèmes. C'est pour ça qu'à ses collègues chinois, il dit non mais oui, le charbon c'est très important et ça sera très important au XXIe siècle. D'accord ? Alors, cet argument d'Edward David, en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Là, vous avez les installations de nouvelles centrales solaires et de nouvelles éoliennes. Donc ça, c'est en 2010 jusqu'en 2020 jusqu'à maintenant, et ça, c'est de la prospective. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire pour remplacer les fossiles. Et vous voyez que c'est exactement les courbes en fait que décrivait Shaw. Si on voulait effectivement être sur un net zero pathway, il faudrait avoir des croissances absolument incroyables, et pour l'instant, on en est là. D'accord ?
Donc cet argument si vous voulez, de la transition énergétique, en fait, ça a longtemps été, au départ, ça vient de l'énergie atomique, de cette idée néo-malthusienne de manque de ressources, et ensuite, très vite, ça devient un argument en fait, de déni du défi climatique. Comme si ce qu'on devait faire, c'est une transition énergétique. On en a fait dans le passé, on sait faire, le capitalisme sait faire ça avec l'innovation. On est tout à fait capable de faire des transitions énergétiques, on en a fait dans le passé. Et en fait, ce que David Rose montre, c'est à quel point en fait, le capitalisme n'est pas vraiment capable de faire une transition énergétique. Parce que qui sont les capitalistes qui accepteraient d'investir tous ces milliards dans des usines qui ne sont pas appelées à durer très longtemps, ça ne fonctionne pas du tout par à-coup, en fait. Et c'est vrai qu'après que David Rose fait ce point-là, on voit à quel point la discussion dans le séminaire, on a tout le verbatim, devient beaucoup plus radicale. En disant il faut que le gouvernement prenne ça en charge, il faut forcer les investissements dans tel domaine, etc. etc. Mais toujours est-il que depuis les années 70-80, en fait, ce discours de la transition énergétique a perduré, a continué, et on continue encore maintenant à en parler comme de la solution face au changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main, puis vous pouvez poser des questions à voix haute. Si vous pouvez juste reformuler. Ouais. Oui. Ok, bah deux bonnes questions. Alors, sur la sobriété, je voulais un peu vite, mais c'est pas concrètement, c'est pas la chose dominante, hein, mais c'est quand même présent, en particulier dans des rapports. Alors, on parle pas tant de sobriété que de découplage, que découpler la croissance économique de la consommation d'énergie. On peut imaginer une croissance économique sobre en énergie. Ça, c'est un argument très présent dans le rapport de la Fondation Ford, qui aura aussi son influence dans l'administration Carter, on va dire, qui parle aussi de sobriété, avec cette idée qu'il faut faire basculer la consommation de biens matériels vers des biens immatériels, de la consommation je sais pas moi, de santé, de loisirs, d'éducation. Donc il y a tout un projet politique qui est porté au départ par l'administration Carter, enfin aussi par l'administration Carter, d'opérer ça. Et c'est à cette aune-là, par exemple, que Carter justifie l'augmentation de la taxe sur le pétrole, et ce genre de choses. Et il y a déjà des réflexions dans ce rapport de la Fondation Ford qui s'appelle le Time to Choose de 1974 sur... alors lui, eux, ils utilisent le mot transition, mais pour lui, transition, c'est transition entre deux scénarios, entre deux modèles. Une croissance intensive en énergie, une croissance qui ne serait plus dépendante de l'énergie et de la croissance de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'essentiel du rapport porte en fait sur la fiscalité. Et ils insistent sur le fait que c'est bien beau d'augmenter les taxes sur l'énergie, mais le problème, c'est que ça désavantage ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, puisque le budget contraint sur l'énergie représente une part importante de leur budget. Et donc, ils expliquent à quel point il faudrait des compensations, etc. Donc la question de la sobriété faisait partie du panorama aussi. Hein. Là, j'ai simplifié. Et l'autre question sur les... Alors, clairement pas. Clairement pas. Enfin, je veux dire, en 1945, la question de la sobriété, on passe à le sujet parce qu'ils la connaissent, ils savent très bien ce que c'est et ils ont envie d'en sortir. Mais là, je parle de 1974, donc on n'est plus vraiment dans le moment de la reconstruction, c'est plus trop ça le sujet, quoi. L'Europe, en 1974, elle est très dépendante de l'énergie, enfin du pétrole du Moyen-Orient, donc c'est un souci. Enfin, je veux dire, donc il y a aussi des questions. Je connais moins bien parce que j'ai surtout travaillé sur les États-Unis, mais il y a aussi ce genre de sujet qui se pose hein, sur la sobriété, etc. C'est pas une invention récente de parler de sobriété, c'est ça que je voulais dire. Faut voir aussi, alors ça c'est quelque chose qui est assez frappant. En 73, après le premier choc pétrolier, les administrateurs qui gèrent ces questions aux États-Unis, en fait, souvent ils ont connu la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont connu le rationnement.
Et le rationnement est quelque chose qui est envisagé très sérieusement. Il y a même des économistes qui expliquent que c'est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus efficace que laisser filer les prix de l'énergie. Parce que si vous laissez filer les prix de l'énergie, vous avez une sorte d'inflation généralisée, ça produit plein de perturbations économiques, alors que le rationnement, au moins c'est clair, vous donnez le pétrole à ceux qui en ont besoin à des prix raisonnables, et puis les gens peuvent dépenser leur argent dans d'autres choses que faire tourner leur voiture, quoi. Voilà, donc il y a plein d'arguments en faveur du rationnement, et c'est pas quelque chose encore, c'est pas quelque chose de bizarre, quoi. C'est quelque chose qui fait complètement partie du logiciel des mesures à prendre. Ce qui n'est pas le cas maintenant, ça c'est quelque chose d'assez frappant. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé de rationnement. Peut-être qu'on parlera de ça l'année prochaine, mais a priori, on peut espérer qu'il y aura il y aura moins de problèmes de ce point de vue-là à l'hiver prochain, quoi. Voilà, donc c'est, en tout cas pour le changement climatique, vous voyez, on ne parle jamais de rationnement. Ce qui serait pourtant en fait la façon un peu. Voilà. Je pense que quand on commencera à parler de rationnement du carbone, ça voudra dire qu'on commence à faire des choses sérieuses sur le changement climatique. Alors l'autre question, c'était sur les pays du Sud. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. C'est que dans ces rapports-là, ils ont quasiment aucune place. C'est-à-dire, personne n'envisage la croissance énorme de la Chine et de son énorme consommation d'énergie. En tout cas, dans les rapports que j'ai lus, c'est pas du tout présent. Donc, ils parlent beaucoup en fait de pays riches et voilà, pour eux, c'est ça le sujet. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est assez surprenant d'une certaine manière, c'est que la Chine n'est pas du tout présente dans ces discussions. Et même l'URSS, en fait, bizarrement. Les rapports du IASA, alors c'est inclus dans les calculs, etc., mais les savants russes, le IASA, ça a la particularité, vous voyez, je vous avais dit, hein, d'avoir des savants russes, mais ils ne sont pas présents dans ces discussions. Donc, vu que moi, je ne lis pas le russe, je suis assez en peine pour vous dire c'est quoi la modélisation énergétique russe à ce moment-là. Je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas présents dans la production de ces rapports en anglais. J'ai un souvenir, c'est un rapport assez extraordinaire d'un cas qui s'appelle Putnam. Dès 53, il parle de changement climatique, lui, carrément. Parce que faut ça, je ne vais pas parler du changement climatique trop, mais en gros, les savants atomistes, ils invoquaient la fin du pétrole et du charbon, et ils invoquaient ici le changement climatique comme argument pour dire qu'il faut faire de l'énergie atomique. Dès 53, hein, c'est très tôt. Et en plus, comme c'est eux qui savent manier les spectrographes de masse, c'est eux qui étudient les isotopes, et donc ils savent très bien renseigner cette question que devient le CO2, est-ce qu'il est vraiment dissous dans les océans, etc. Retracer l'histoire du CO2 dans les calottes glaciaires, c'est eux qui le font et qui savent faire, en fait. Donc c'est sûr que le lobby atomique a joué un rôle important dans la promotion de l'alerte climatique, au départ. Donc ce Putnam qui parle de changement climatique en 53, il fait des prédictions de consommation énergétique absolument gigantesques, où là, effectivement, on épuise le charbon assez vite, parce qu'il imagine un rattrapage généralisé de la planète sur un mode de vie américain. Et évidemment, ce rapport-là, c'est un truc qui est commandité par l'AEC, et c'est une manière aussi de montrer à quel point l'atome est indispensable, parce qu'on envisage des consommations énergétiques gigantesques. Mais en tout cas, dans les années 73-74, c'est pas très présent. Alors, autre chose que je peux faire remarquer, la question la promotion du solaire. C'est vu comme une énergie des pays pauvres. C'est ce qui va permettre de faire fonctionner des petits réseaux électriques, de faire voilà, mais dans les pays pauvres où il y a beaucoup de soleil. C'est pas vu comme quelque chose qui vraiment est capable de se substituer au réseau énergétique des pays riches. Je peux pas vous répondre beaucoup mieux. Alors, donc c'était une question pour ceux qui sont en ligne là, qui ont pas le. Donc c'est une question sur le bois. Qu'est-ce que c'est 1 million de tonnes de bois et est-ce que c'était de la foresterie durable? Alors, qu'est-ce que c'est 1 million de tonnes de bois? Je pense qu'effectivement, ça c'est un problème important, c'est qu'on a du mal à se figurer ce que ça représente. Moi, je compare avec des points historiques. Donc, quand je vous disais par exemple la Russie, rien que le boisage des mines russes, c'est 25 millions de tonnes de bois, je peux vous dire c'est toute la quantité que produit la forêt française à ce moment-là. Oui, c'est quand même beaucoup de forêt, quoi. Alors la surface de la forêt française, si je me trompe, 9 millions d'hectares, si je ne me trompe pas, mais à vérifier. Hein. À vérifier. Je ne donne pas ma main au feu parce que je vais peut-être oublier ça. 9 millions d'hectares, je me demande si ce n'est pas le point bas à la fin, comme j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, dans les années 1850. Donc ça aurait pu réaugmenter après, dans les années 1920.
Imaginez toutes les forêts américaines. Alors, une fois encore, on n'en exploite qu'une toute petite partie en 1900 d'une certaine manière. Mais les chemins de fer, c'est 10% de ce que produisent les forêts américaines. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la foresterie durable? C'est toute la question en fait. En Europe, oui. Clairement, depuis le XVIIe siècle, il y a des pratiques de foresterie durable où on coupe, on reboise, où on laisse le truc repousser et on coupe ensuite. Donc ça, c'est un truc qui est assez ancien. Aux États-Unis, il y a énormément d'alertes sur l'épuisement des forêts parce que dans un premier temps, en fait, le déboisement, c'est suivi par la mise en culture des terres. Donc là, pour le coup, c'est pas durable du tout. On coupe le bois, on brûle ce qui reste et on fait pousser des produits agricoles dessus. Donc là, c'est pas de la foresterie durable et il y a énormément de textes. D'ailleurs, c'est amusant parce que vous avez sans doute entendu parler de Jevons, la question du charbon. Jevons, c'est un économiste anglais qui dit en 1860, ah attention, l'Angleterre, la grande catastrophe pour l'Angleterre, c'est qu'il n'y aura plus de charbon dans 3 siècles. Donc c'est déjà intéressant de voir à quel point on en parle au Parlement britannique, etc. Et ceux qui disent non, il n'y a pas trop de problème, ils disent non, mais du charbon, il y en a encore pour 1200 ans. Donc il y a vraiment une perspective de très très long terme. Ce que les forestiers américains des années 1910-1920 c'est que en fait, au rythme où on consomme le bois pour les chemins de fer et pour les étais de mine, il n'y a plus de bois aux États-Unis dans 30 ans. Vous voyez, en fait, la question de l'épuisement était beaucoup plus sur le bois que sur le charbon, où les réserves minérales en fait étaient très 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 grosses. Et donc, effectivement, il y a plein d'efforts de faire de la foresterie durable. Donc, par exemple, les compagnies minières américaines possèdent d'énormes surfaces forestières. Pourquoi? Parce que, en fait, elles possèdent le sol de leur sous-sol. Et donc, elles vont mettre en place des systèmes ils vont employer des forestiers qui vont faire de la foresterie rationnelle avec des coupes réglées, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et en fait, ce qui est vraiment important pour économiser le bois à ce moment-là, c'est aussi faire durer le bois en l'imprégnant de plein de produits chimiques. Voilà. C'est un peu les deux choses qui font que finalement le problème des étais et des travers de chemin de fer qui affolaient les conservationnistes américains, donc ceux qui s'occupent du long terme, etc., dans les années 20, finalement ça s'est passé quand même, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Non, désolé, mais je vais pas. Alors, on va dire, j'ai écrit un livre sur l'Anthropocène où il y a le chapitre Capitalocène. Bon, on va dire, c'est un jeu qui a été assez amusant. J'ai proposé plein d'autres scènes aussi, Thanatocène, Phagocène, Anglocène, il y en a plein d'autres comme ça. Bon, évidemment, quand cette idée d'Anthropocène débarque dans les sciences sociales, on est un peu catastrophé en se disant mais c'est pas vrai quoi. On nous sort un vieux récit néo-malthusien de la crise environnementale où c'est l'humanité en tant qu'espèce qui dérègle le système Terre. Alors que évidemment, ce qui pose problème, c'est pas l'humanité en tant qu'espèce biologique, que toutes ces infrastructures, c'est une évidence complète, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'Anthropocène, c'était assez pratique parce que c'était tellement mauvais qu'on pouvait le remplacer par à peu près ce qu'on voulait, c'était mieux. Et donc, Capitolocène est bien meilleur évidemment que Anthropocène, ça fait absolument aucun doute puisque c'est sûr que le système capitaliste joue un rôle important dans le changement climatique. Voilà. Mais après, il n'y a pas que ça. Donc je serai assez pour dire qu'il faut varier les scènes, quoi. Accumulocène, je le trouve pas mal depuis peu, mais par exemple, Thanatocène, je l'aime bien aussi. Thanatocène, c'est l'importance des technologies militaires, qui en fait jouent un rôle aussi très important quand on réfléchit à une histoire un peu sérieuse de la crise environnementale. On voit que pas mal des techniques vraiment les plus dommageables, elles viennent des militaires pour plein de raisons évidentes, hein. Les militaires, vu qu'ils sont très forts pour tuer les humains, en fait, ils nous ont appris à tuer le vivant en général. Donc les pesticides, par exemple, ça vient des gaz de combat. Les engrais aussi, d'ailleurs, ça vient des explosifs. La pêche industrielle, ça vient de technologies militaires. Le sonar, ça sert d'abord à chasser des poissons, des sous-marins avant de chasser des poissons. Le nylon, avant de faire des grands filets de pêche, ça sert à faire des parachutes et ce genre de choses. Et puis les technologies militaires aussi, c'est des technologies qui sont très énergivores. Parce que le but, c'est d'être puissant, c'est pas du tout d'être efficace. Et donc, l'aviation, c'est très clairement lié d'abord à des impératifs militaires. Jusqu'aux années 70, l'aviation, il y a plus d'avions militaires que d'avions civils, en fait. Ça sert d'abord à transporter des bombes avant de transporter des humains, les avions. Oui, il y a plein de technologies qui ont vraiment eu un rôle important dans l'Anthropocène qui viennent des militaires.
discussion, mais c'est vrai que si vous me les lisez. Si vous me les... J'ai le droit à un joker ou plusieurs même. Attends, la taxation de l'outil machine, en gros, taxer les machines plutôt que taxer le travail, ce genre de choses. Bon, j'ai pas vraiment de choses intéressantes à dire, je suis désolé, je suis pas forcément compétent aussi. Hein. Je suis pas économiste, donc vous voyez, je suis pas. Juste une remarque, c'est-à-dire l'idée assez sympathique que pour résoudre la crise environnementale, il faut passer des machines aux humains. Ouais, je pense que c'est encore trop substitutionniste en fait. Vous voyez, les deux sont étroitement en symbiose en fait. Et d'une certaine manière, les machines sont tellement efficaces et compétitives que dans plein de domaines, c'est maintenant impossible si vous voulez de les remplacer par la force humaine. Quoi. Donc voilà, mais je ne suis pas plus compétent que ça sur l'idée de taxer les robots qui est effectivement proposée à un moment. Alors la question, c'est pourquoi, à mon avis, c'est un peu trop simple de dire c'est la révolution industrielle qui a fait qu'il y a eu une croissance démographique. Alors il y a des arguments en faveur. Hein. Grâce au chemin de fer, on peut transporter plus de blé et donc on peut alimenter plus facilement sa population. Ça, c'est un exemple. Mais par exemple, moi, je remarque simplement qu'une des causes importantes de la croissance démographique, c'est la baisse de la mortalité infantile et c'est la vaccination au début du 19e siècle, qui est donc la vaccination jennérienne, c'est-à-dire on utilise une maladie des vaches. C'est pour ça d'ailleurs que dans vaccin, vous entendez vaca, c'est la racine latine de la vache. On prend une maladie des vaches qui immunise contre la variole. Ça se fait sans CO2. C'est une technologie qui est complètement organique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas évident que la révolution industrielle joue un rôle clé dans la croissance démographique. Je remarque aussi que la population qui croît très fortement au 19e siècle, c'est un livre de Jim Bellick qui s'appelle Replenishing the Earth. Il fait remarquer que au cours du 19e siècle, les Anglos, les descendants d'Anglais, se multiplient comme des lapins. C'est son expression, il est australien, donc je peux la reprendre. Et c'est vrai que les pays neufs, en Australie, etc., c'est là où il y a une très forte croissance démographique. Bah, c'est en fait des populations agricoles concrètement, c'est pas du tout des populations industrielles. Et elles émigrent sur des bateaux en bois, avec des voiles, etc. Bon. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. C'est ça que. Après, c'est sûr que ce qui se passe avec la production d'engrais, de synthèse, les procédés Haber-Bosch, c'est très important, mais c'est en fait après 1950. C'est pas le 19e siècle, c'est une autre histoire. Ouais. Alors j'ai compris le premier moment de la question, mais le deuxième, j'ai pas compris. Le premier moment de la question, c'est est-ce que la question de l'épuisement du charbon était plus importante que de l'épuisement du bois? Alors la réponse est non, très clairement. Hein. C'est-à-dire la question de l'épuisement du charbon, ça fascine Jevons et quelques économistes. Mais la question vraiment importante, c'est l'épuisement du bois d'œuvre, en fait. Le fait on risque de manquer de bois d'œuvre pour extraire le charbon. Les gens sont convaincus qu'on va d'abord manquer d'étais de mine avant de manquer de charbon, par exemple. Voilà. Donc la réponse est clairement négative. Par contre, l'épuisement du pétrole, c'est différent. Je vous dis vraiment, tous les conservationnistes américains sont persuadés que le pétrole, ça ne va pas durer longtemps. Et qu'à terme, donc, il faudra faire une transition hors pétrole assez vite. Donc ça c'est quelque chose qui est très présent dans la décennie 20 aux États-Unis. Alors par contre, j'ai pas compris le rapport canal chemin de fer, je suis désolé. Mais peut-être que c'est pas. Eh ben, elle est assez sombre. Non, c'est-à-dire quand on voit les. Bah, il suffit de. Enfin, moi, un rapport qui m'avait vraiment surpris, c'était le rapport 1.5 du GIEC. C'est sorti il y a 2-3 ans, 2018, si je me souviens bien. Et vous aviez des scénarios absolument incroyables. Quoi. Vous avez les émissions de CO2 qui font absolument que croître. Et puis d'un seul coup, c'est une falaise quasiment verticale. Je sais pas, vous voyez, quand on fait un peu d'histoire de l'énergie, etc., ça paraît complètement fou, quoi. Et même c'est pire que ça, c'est-à-dire en fait les scénarios du GIEC, dans tous les scénarios maintenant, il y a ce qu'on appelle des émissions négatives, ou BECS, Bioenergy Carbon and Capture and Storage.
pour ne pas dépasser les 1,5 degré ou même d'ailleurs les 2 degrés. Maintenant, tous les scénarios ont ça. Une technologie qui n'existe pas, ou qui existe à des échelles tout à fait ridicules par rapport aux défis climatiques. Ça consiste en gros à brûler de la biomasse, donc déjà il faut la faire pousser, ce qui pose plein de problèmes alimentaires. Hein. Il faut faire pousser la biomasse, donc du bois concrètement, qu'on fait brûler dans des centrales, on récupère le carbone à la sortie des cheminées, ensuite avec plein de procédés, on le transforme en quelque chose, on le réinjecte sous le sol. Bon. Technologie qui ne sera jamais compétitive, et sur laquelle maintenant reposent tous les scénarios qui ne font pas dépasser 1,5 degré ou 2 degrés. Voilà. Donc, non, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'être optimiste, vraiment aucune raison d'imaginer qu'on va décarboner l'économie avant 2050. C'est vraiment parfaitement. Enfin, voilà, je serais prêt à parier beaucoup sur le fait. 2050, je serai encore vivant, a priori. Je suis prêt à parier beaucoup qu'il y aura encore du carbone dans l'économie et pas mal en 2050, surtout à l'échelle globale. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, quand on voit. Un autre rapport intéressant, c'était le rapport RTE, vous savez, qui est sorti il y a quelques mois. Bah, déjà, rien que décarboner la production d'électricité, ce qui est quand même la chose la plus simple, bah, ça nécessite beaucoup d'investissements, de recherche, d'ingénieurs qui bossent là-dessus, de centrales à hydrogène, etc. Enfin, c'est déjà compliqué. Pour la France, qui est quand même un peu riche, où, voilà, où on a des outils de planification, etc. Et ça, c'est rien que l'électricité, qui n'est pas la partie la plus difficile. Parce que maintenant, on va parler du ciment. Le ciment ou l'agriculture, encore pire. Le ciment, c'est le procédé même qui émet du CO2. Ce n'est pas l'énergie dont vous avez besoin pour faire du ciment. Ça, à la limite, vous pourriez utiliser de l'hydrogène vert, peu importe, mais quand vous faites du ciment, vous prenez du calcaire, vous le chauffez très fort, il y a un CO2 qui part dans l'atmosphère, et après, vous avez le clinker qui est en fait la base du ciment. Ça émet du CO2 dans le procédé même. L'intensité CO2 du béton tend à croître depuis quelques décennies. Pourquoi ? Parce qu'on fait du ciment de meilleure qualité avec plus de clinker qui est émetteur en CO2. Il n'y a pas de progrès. Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand on regarde un peu les techniques vraiment importantes, sur lesquelles repose vous voyez, tout l'urbanisme, toutes nos villes, nos constructions, etc. Bah, en fait, c'est un peu la même chose. On fait le ciment de la même manière qu'on faisait en 1890. Hein. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle un rotary kiln, je ne sais pas comment on dit en français, hein. Une sorte de gros four qui tourne sur lui-même, qui brûle le calcaire. C'est la même chose, c'est devenu plus gros, plus massif, mais au fond, c'est la même chose. Pareil pour la production d'acier à partir de fer, même chose. Voilà. Donc il y a vraiment absolument des choses encore massives, en fait, on ne sait pas vraiment faire hein, concrètement. Oui. J'ai pas de conseils particuliers à vous donner. Moi, je vous conseillerais de faire des belles carrières et d'avoir des postes d'influence dans des grandes industries où vous pourrez vraiment peser sur ça. Voilà. Si j'étais vous, j'essaierais de faire ça. Alors après, le problème, c'est que c'est compliqué de faire des belles carrières en disant non, mais la solution, c'est pas la voiture électrique, objectivement, parce que ça produit en fait énormément de déchets, c'est très polluant et c'est très émetteur en CO2. Au mieux, c'est quand on dit la voiture zéro émission, en fait, c'est une voiture demi-émission, donc ça fait que reporter de quelques années, en fait, la crise climatique. Donc voilà, je ne sais pas que vous dire, mais c'est sûr qu'il faut avoir un regard très, très circonspect sur l'impératif d'innover pour résoudre ce problème-là. Mais alors, l'argument n'est pas non plus qu'il ne faut pas innover, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, l'électricité, il y en a besoin. Voilà. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette électricité ? Donc innover sur la production des panneaux solaires, sur même les centrales à hydrogène, c'est très important, je pense. Pour faire fonctionner un système intermittent, il y a besoin d'hydrogène. Donc si on est capable de le faire mieux, plus proprement, etc., c'est très bien. Donc je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles il y a plein d'innovations à faire. Par contre, il faut effectivement être capable de se dire que ce qui importe, c'est d'être capable de réfléchir à comment faire fonctionner je sais pas, des villes avec très nettement moins de voitures. Quoi. Ça, c'est très important.
Et le problème de la voiture électrique, enfin, vraiment, ça m'énerve parce que c'est vraiment la chose qui fait que repousser le problème et qui résout absolument rien, quoi. Donc il faut parler de transport en commun plutôt. Enfin, ça évite de parler de transport en commun, ça évite de parler de ce genre de choses, quoi. Ou même de déplacer les habitants, que peut-être le rêve de la maison individuelle, c'est quelque chose qu'il faut arriver à contrer maintenant, etc., quoi. C'est ce genre de sujet dont il faut discuter, quoi. Tout comme il faut parler de la consommation de viande, des choses assez basiques aussi, effectivement. Ouais. Eh ben, merci pour vos questions. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Petite précision, la prochaine conférence est la dernière conférence du cycle, donc la 6e aura lieu le 12 avril si je ne me trompe pas. Du coup, on accueillera Céline Guivarch qui nous parlera de justice climatique. C'est une membre du Haut Conseil pour le climat, donc on avait déjà accueilli une membre il y a quelques mois. Donc voilà, donc, le 12 avril, et de toute façon on refera la com à propos de ça au moment voulu. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.